Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mercredi 14 septembre, dont voici les principaux titres. Le tout nouveau président du Kenya, William Ruto, a prêté serment hier et a annoncé ses premières mesures en tant que président, des mesures essentiellement liées aux difficultés économiques que traverse le pays. Au Togo, le prix du gaz ne cesse d'augmenter, ce qui pousse la population vers le charbon de bois, dont le coût est plus accessible malgré l'impact très négatif qu'il a sur l'environnement. Et nous reviendrons sur le décès de la reine Elisabeth II, dont le cercueil est arrivé à Londres mardi soir, l'occasion pour ces sujets de lui rendre un dernier hommage. William Ruto a prêté serment ce mardi 13 septembre, devenant ainsi le 5e président du Kenya après plusieurs semaines de controverses. Lors de son discours, il a annoncé ses premières mesures en tant que président, comme la réduction des prix des engrais, le soutien aux producteurs agricoles ou encore la lutte contre le chômage. Aymeric Troignon. Moi, William Samoei Ruto, je jure que je servirai fidèlement et diligemment le peuple et la République du Kenya dans la fonction de président de la République du Kenya. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible, William Ruto prête solennellement serment. Document paraphé, poignée de main sous les acclamations d'un public venu nombreux au Kasarani Stadium à Nairobi. Le voilà devenu officiellement, depuis mardi, le 5e président du Kenya. Finir l'heure des tiraillements politiques liés à l'élection, le nouveau président veut désormais tourner la page et rassembler tous les Kenyans. Je voudrais spécialement remercier mon digne compétiteur et ami, l'honorable Raila Amolo Odinga, et à sa colistière, l'honorable Martha Wangari Karua, ainsi que tous les autres candidats qui ont mené une campagne vigoureuse et déterminée. Je les assure que leurs partisans seront mes électeurs et que nous travaillerons avec tous les Kenyans, peu importe pour qui ils ont voté. Mais les relations entre son adversaire Raila Odinga et lui ne sont pas des plus tendres. L'opposant historique qui manque pour la 5e fois de prendre le fauteuil présidentiel, malgré le soutien du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta, a boycotté la cérémonie d'investiture de son rival William Ruto. La veille, il a répété que l'élection n'avait pas été libre et équitable. Le score du scrutin était serré, le camp Odinga avait crié à la fraude, mais au final, la Cour suprême a confirmé la victoire de Ruto. Le plus grand gagnant de cette élection est de loin le peuple du Kenya. Nous avons bien réussi en tant que nation. Nous avons ouvert la voie dans un environnement de plus en plus difficile où la démocratie est constamment mise à l'épreuve. Les défis du nouveau président sont grands. Même si le Kenya est l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Est, elle fait face à d'importantes difficultés, à commencer par l'explosion des prix des carburants et des produits de première nécessité. L'inflation a atteint un niveau record et la monnaie nationale est en chute libre. Le chômage des jeunes est également un problème majeur. Contre ce phénomène, William Ruto promet de mettre en place un fonds des débrouillards d'un montant de 50 milliards de shillings kenyans, environ 410 millions d'euros. Un fonds qui permettra d'accorder des prêts aux petites entreprises. À Khartoum, dans la capitale somalienne, des milliers de personnes ont manifesté mardi dans les rues pour réclamer une fois encore le départ des militaires au pouvoir depuis le renversement du mois d'octobre 2021. Ils demandent surtout le retour des civils au pouvoir. Mathieu Nicolas. Slogans hostiles, pancartes et drapeaux dans le vent. Au Soudan, les jours se suivent et se ressemblent. Les manifestations contre le pouvoir militaire persistent. Mardi, à Khartoum, la capitale, ils étaient à nouveau nombreux dans les rues à défier le pouvoir, avec les mêmes réclamations, le départ des militaires et surtout le retour des civils au pouvoir. Une solution ne peut être trouvée qu'en répondant à nos demandes. Nous continuerons à manifester. Il n'y a pas de délai pour la révolution. Une fois que vous aurez satisfait nos demandes, les manifestations s'arrêteront. Depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan en octobre 2021, les Soudanais ne digèrent toujours pas le coup de force militaire.
Régulièrement, avec colère, ils manifestent leur désaccord, mais se heurtent à une répression qui a déjà fait 116 morts et des milliers de blessés. Nous voulons la justice avant toute chose, car sans justice, nous ne pouvons pas avoir d'État démocratique. Nous avons besoin d'un État civil et pour cela, nous avons besoin de justice. Et alors, la paix et la liberté suivront. Nous lançons un appel au monde entier. Notre révolution est pacifique et nous vaincrons parce que nous sommes pacifiques alors qu'ils nous tirent dessus avec leurs armes. Nous perdons un martyr chaque jour. Mardi, des manifestants brandissaient des portraits des victimes de la répression, tandis que d'autres portaient celui du général Bourhane, le visage barré d'une croix et l'inscription « Bourhane, dehors ». À la surprise de tous, le général Bourhane s'était dit prêt, début juillet, à s'effacer devant un gouvernement civil. Mais pour l'opposition, il ne s'agirait que d'une tactique pour garder la main sur le pays. Les manifestations rappellent que les Soudanais ne sont pas prêts à baisser les bras. En Afrique du Sud, 2 personnes sont décédées du syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique, après avoir reçu le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Johnson & Johnson. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud est officiellement le pays africain le plus touché par la pandémie. Il a enregistré plus de 4 millions de cas de coronavirus et plus de 102 000 morts. Au Congo, les États généraux de l'éducation ont débuté hier sous la direction du Premier ministre Anatole Koline-Makosso qui a lancé les débats. Ces assises doivent permettre aux autorités de faire un état des lieux sur les nombreuses difficultés que rencontre le secteur de l'éducation un peu moins d'un mois avant la rentrée scolaire. Et justement, la rentrée, parlons-en, elle se fera le 3 octobre prochain, l'occasion pour les parents de faire la chasse aux bonnes affaires, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de notre correspondant local, Louis-Marcel Satou. À l'orée de la rentrée scolaire en République du Congo, les parents et vendeurs s'activent pleinement pour un bon départ pour l'école de leurs enfants. Certains parents prennent déjà le soin de procurer les fournitures scolaires de leurs enfants. Le cas de Mimi Gisèle, très ravie de préparer la rentrée scolaire de ses enfants. Nous sommes venus préparer la rentrée des enfants. Malgré il n'y a pas l'argent, nous sommes obligés d'acheter, mais le prix ici, là, en tout cas, ça va. Tout se passe bien. Les vendeurs aussi trouvent leur compte tout en appréciant la réalité de la vente sur le marché. Jean-Aloïse Lobassou, vendeur de fournitures scolaires, se dit satisfait. Les choses commencent à démarrer, mais très lentement. Tout simplement peut-être parce qu'ils n'ont pas encore perçu leur rémunération du mois. Mais sinon, on voit la clientèle venir préparer sa rentrée scolaire pour les parents prévoyants. Tout se passe bien. Par contre, Bonzozi Nicole, vendeuse aussi, trouve les prix à la hausse de ses fournitures scolaires. Les choses sont chères. Les cahiers, les cartons, c'est monté. Les tenues, c'est monté. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Non, ce qu'on dit, les prix là, les clients ne veulent pas donner de l'argent qu'on dit là. La rentrée scolaire est prévue pour le 3 octobre prochain. Au Togo, pour faire face à une énergie de plus en plus inaccessible, les ménages togolais se tournent vers le charbon de bois qui accentue la déforestation. Mais malgré cette menace sur l'environnement, le gouvernement cherche à supprimer les subventions sur les produits pétroliers, dont le gaz. Une situation qui préoccupe la Ligue togolaise des consommateurs, comme va vous l'expliquer Claudia Corbonnois. Malgré la légère baisse du prix du gaz au Togo, les plaintes ne faiblissent pas dans le pays. La bouteille de 10 € qui avait connu une augmentation de 6 € a été revue à la baisse il y a quelques semaines. Une baisse qui pour autant ne soulage pas les consommateurs. C'est un coup dur. Le prix de la bouteille est passé de 6 500 à 11 300 francs CFA et ensuite ils ont décrété une légère baisse des prix. Mais c'est difficile à supporter. Comme Kofi, de nombreux Togolais se plaignent aussi de la hausse du gaz domestique. Pour contourner cette flambée, les habitants de Lomé, la capitale, optent de plus en plus pour le charbon de bois, une matière polluante et qui favorise la déforestation. Nous espérons qu'ils ne vont pas nous créer des ennuis en interdisant la vente de charbon. Le charbon coûte un peu cher, le gaz butane encore plus cher ces jours-ci. La bouteille de 6 500 est maintenant à plus de 10 000 francs CFA. Quand bien même le contexte mondial est souvent évoqué pour justifier la hausse du prix du gaz au Togo, les défenseurs des consommateurs exigent le maintien des subventions pour des raisons écologiques et financières.
C'est vrai que le prix à l'international a tendance à être en hausse, mais nous pensons que les contextes dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Le pouvoir d'achat dans les autres pays n'est pas le même que le pouvoir d'achat au Togo. Les salaires n'ont pas le même niveau et que chercher à vouloir supprimer la subvention sur les produits pétroliers et notamment sur le gaz, c'est encourager la déforestation. La hausse de près de 73% des prix du gaz domestique au Togo bouleverse les habitudes dans le pays et risque de porter atteinte à l'environnement alors que le gouvernement tente de libéraliser le secteur gazier. Les organisations de la société civile demandent l'abandon de ce projet et attendent une accalmie du marché. En Éthiopie, les bombardements qui continuent sur la capitale du Tigré. Au Mali, d'anciennes personnalités exilées dans le collimateur de la junte et au moins 100 morts dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est le reste de l'actualité. En Éthiopie, 10 personnes ont été tuées par 2 bombardements aériens sur la capitale de la région du Tigré, Mekele. 3 personnes blessées seraient également dans un état critique. Ces attaques surviennent peu de temps après que les autorités rebelles de la région ont ouvert la porte à un cessez-le-feu et des négociations de paix avec le gouvernement éthiopien. Depuis la reprise des combats en août dernier, la région des Tigré a été visée par plusieurs frappes aériennes. Selon l'ONU, cette guerre a provoqué les déplacements de plus de 2 millions de personnes et plongé des centaines de milliers d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine. Au Mali, plusieurs personnalités sous l'ancienne présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta sont recherchées par la junte au pouvoir. Le sort de certaines d'entre elles est lié au bras de fer diplomatique entre le pays et la Côte d'Ivoire. La plupart sont poursuivis pour 2 affaires de corruption présumées, l'achat d'équipes militaires et l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014. La semaine dernière, la junte malienne a lié la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako à l'extradition de certaines de ces personnalités maliennes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Le bilan s'alourdit dans le Haut-Karabakh. Au moins une centaine de soldats arméniens et azerbaïdjanais ont perdu la vie mardi dans des violents combats. Le ministère azerbaïdjanais déplore la perte de 50 militaires. Pour sa part, le premier ministre arménien Nikol Pachina a fait état dans la matinée de 50 militaires arméniens tués. Les 2 États s'accusent mutuellement d'avoir relancé les hostilités. La communauté internationale, elle, appelle à la retenue et à un règlement pacifique du conflit. Retour en France où depuis lundi un incendie s'est déclaré près de Somos dans le Médoc. Si le feu a moins progressé cette nuit, 300 hectares supplémentaires sont tout de même partis en fumée. Un feu qui, d'après les gendarmes, serait d'origine criminelle. On écoute la préfète de Gironde. La surface parcourue a progressé. On doit être à peu près autour de 3000 hectares, 3000 hectares au moment où je vous parle. La départementale numéro 6, la route de la Cano, a été passée par le feu. On a évacué donc des personnes. Vous aviez déjà le chiffre des évacués hier soir et dans la nuit, à peu près 540 personnes. Encore 300 personnes évacuées. Là, donc on est à plus de 800, on va dire 840 personnes, à quelques unités près d'évacués. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ce mercredi, lors de son discours sur l'état de l'Union, des mesures d'urgence pour répondre à la crise énergétique. Elle a notamment proposé un plafonnement des superprofits qui rapporterait 140 milliards d'euros aux États de l'Union. Autre proposition, une réforme en profondeur du marché de l'électricité. On l'écoute. Réduire la demande pendant les heures de pointe prolongera l'offre et fera baisser les prix. C'est pourquoi nous proposons des mesures pour que les États membres réduisent leur consommation globale d'électricité, puis un soutien ciblé est nécessaire pour les petites et moyennes entreprises, comme les verriers à travers l'Europe qui ne peuvent plus allumer leur four, ou pour les parents isolés confrontés à une facture écrasante. En Angleterre, alors que le cercueil de la reine vient d'arriver à Londres, revenons sur l'émotion que sa mort a suscité à Édimbourg, où ils étaient toujours plus nombreux à rendre un dernier hommage à leur reine, Mathieu Nicolas. Le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez et déjà, des centaines de personnes font la queue. Elles sont là pour dire au revoir à la reine Elisabeth II. Dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, depuis lundi soir, des dizaines de milliers de Britanniques se pressent pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II avant son transfert à Londres.
Eh bien, je me sens vraiment très triste. Je veux dire, c'était une légende. C'était une femme charmante, toujours intelligente. Tout le monde l'admirait. Donc, je suis juste ici pour lui rendre hommage. Je suis venue ici ce matin, je suis allée au travail. Je suis venue ici, je pensais que ça prendrait 1 heure et je suis toujours là. Le cercueil est resté accessible toute la nuit à la population après une veillée funèbre organisée en présence du roi Charles III et de la famille royale. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires essentielles auxquelles les membres des 2 chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de tous. Selon la police, près de 30 000 bracelets, sésames nécessaires pour entrer dans la cathédrale, ont déjà été distribués. Et la file d'attente, ce mardi, s'étend sur de nombreux kilomètres. Cette affluence souligne l'affection que les Britanniques avaient pour leur défunte monarque. Et avant de terminer cette édition, je vous propose un petit détour par le Cameroun où le sélectionneur des Lions indomptables a donné hier, lors d'une conférence de presse, la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Une liste qui, comme vous allez le voir, ne fait pas le bonheur de tout le monde. Gaël Jakam. Eboussé, Enzo, Omar Gonzalez. C'est officiel, ils sont désormais connus, les 26 joueurs qui défendront les couleurs du drapeau camerounais à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, vient de dévoiler sa liste au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Wu Christopher, Faye Collins, Olivier Baizo, Moulou Tolo, Ondoa Gaël. Rigobert Song décide de compétir avec 80% de l'effectif qui a pris part au match de Blida contre l'Algérie, ramenant à ses côtés les ténors tels que Nicolas Nkoulou et Georges Mandiek. Une liste critiquée du fait de l'exclusion de certains joueurs qualifiés au rang desquels Maxime Choupo-Moting, Zambou Anguissa et Mikaël Ngadu. Mais il rassure quant aux raisons de son choix. C'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Le manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, opte dès lors pour un équilibre de son équipe tout en donnant la chance à tout le monde, cette nouvelle cuvée étant la relève de demain. On va à une compétition, ce n'est pas un match. C'est une compétition auquel je pense que nous avons espoir. On va tout donner pour que nous essayions d'arriver au-delà. Donc on essaye les autres pour voir de trouver un équilibre. Si jamais il arrive un souci, à l'autre, qui est-ce qui peut compléter. Le Cameroun est donc résolument tourné vers le Qatar avec ses matchs amicaux qu'il disputera face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochains. Le Cameroun, qui rappelons-le, appartient au groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Et c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, restez sur Télé Sud. Nos programmes continuent. À très bientôt. Au revoir.